dépend. Pour rentrer, puisqu'il y a plein de concours de niveaux hiérarchiques différents, pour le niveau supérieur qui est le concours de conseiller d'Orient, il faut théoriquement un bac plus 5, M2, mais dans la pratique, moi j'étais membre de jury de concours, je vois que parce que c'est un concours qui est très sélectif, je vois des candidats qui ont plusieurs masters, qui ont un diplôme complémentaire, qui ont un diplôme de langue, qui ont en concours d'Orient. Je vois ceux qui sont allés passer 3 ans à Beyrouth ou à Tunis pour apprendre l'arabe. Hein. Après, pour le concours de catégorie C, si on va à l'autre bout de la chaîne, en théorie, il faut le bac. C'est tout. Et vous savez très bien aujourd'hui que si vous n'avez que le bac, vous allez être un peu léger, quoi. Hein. Donc je vois des gens qui passent le concours de catégorie C, sur les documents officiels c'est marqué qu'il faut avoir le bac, mais en fait ils ont aussi des masters. Hein. Je vous dis, il faut de la curiosité, aussi dans vos études, c'est-à-dire ne pas vous contenter de ce que l'enseignant vous demande. Il ne faut pas faire Sciences Po nécessairement. Mais Sciences Po, et notamment Sciences Po Paris, qui reste en tête de classement, est l'institution qui fait entrer le plus de candidats dans ces concours. Donc il ne faut pas nécessairement avoir fait Sciences Po, mais il faut avoir suivi une formation, j'allais dire, de type Sciences Po. Hein. Ah. Alors les avantages, c'est qu'on fait un métier passionnant d'abord. On fait un métier passionnant, c'est le plus beau métier du monde. Moi, honnêtement, si je n'avais pas pu faire ce métier, je ne sais pas ce que j'aurais fait, tellement je suis passionné et attaché à ce métier. Bon, ben, c'est moi, c'est mon vécu. Pourquoi? Parce que par tempérament, j'aime la conciliation, parce que je suis curieux, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager à l'étranger quand j'étais enfant. Ça m'a ouvert sur le monde, et puis j'ai eu la chance de faire une carrière très intéressante. Les inconvénients, c'est le revers de la médaille. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le sens de l'État et de l'intérêt général, vous allez trouver ça contraignant. Vous avez une hiérarchie. Comme tout fonctionnaire, vous défendez la position de votre gouvernement, qui n'est pas forcément le gouvernement pour qui vous avez voté. C'est pas propre aux diplomates, mais bon, il faut l'accepter. Et puis vous avez la vie à l'étranger. La vie à l'étranger, ça pèse évidemment fort sur la vie de famille. J'avais des collègues qui étaient à Kaboul quand ils devaient faire l'évacuation en 2021, en août de l'année dernière. Moi j'étais en poste à Jérusalem, en pleine intifada. Je me suis fait braquer un jour sur un barrage par des colons israéliens, j'avais l'arme sur la tempe. C'est moyen, mais le poste a été très, très intéressant. Et puis, comme je vous disais, c'est un métier. Vous ne pouvez pas faire comme dans beaucoup de métiers. Voilà, vous rentrez chez vous, vous posez votre manteau et vous reprendrez votre travail demain matin. Là, c'est un métier où le métier vient souvent vous chercher dans la vie privée. D'abord l'anglais, c'était ma première langue. Quand j'étais au lycée, j'appartenais à une génération où j'ai fait latin et grec. Alors vous allez me dire, ça n'est pas très, très utile aujourd'hui, encore que. En termes de culture générale, de compréhension du monde, de notre culture, c'est très formateur. J'ai appris l'espagnol quand j'étais étudiant, et puis j'ai appris l'arabe, mais quand j'ai été reçu à l'ENA, j'ai arrêté l'arabe, donc j'ai des bonnes bases. J'ai fait 2 ans d'arabe, mais pas suffisamment pour vraiment parler. Et quand j'étais en Iran, j'ai appris le persan. Et quand j'étais en Turquie, j'ai appris le turc.
Et aujourd'hui, il y a une légère tendance à la confusion dans ma tête entre ces trois langues, car il ne suffit pas d'apprendre une langue, mais il faut aussi l'entretenir, la pratiquer. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas en arabe, je ne travaille pas en persan, je ne travaille pas en turc. Je n'ai pas tellement l'occasion et je n'ai pas non plus le niveau, mais je travaille tous les jours en anglais. Alors en principe non, c'est une bonne question, en principe non, parce que moi je suis moi-même et j'ai la même manière de représenter la France. En revanche, les positions que je défends à l'étranger peuvent changer. Quand j'ai été nommé consul général à Istanbul, le gouvernement français, sous la présidence de Jacques Chirac, soutenait la possibilité d'une candidature de la Turquie à l'Union européenne. Nicolas Sarkozy a été élu, il a dit non. Ce n'est pas très confortable pour moi de dire à mes interlocuteurs, finalement on change de position. Donc il est très important dans une situation comme ça que vous ayez bâti avec vos interlocuteurs une relation de confiance. Les interlocuteurs, ils peuvent comprendre. En Turquie aussi, ils changent de gouvernement. Donc ça fait partie de la vie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des changements de cap qui sont pas forcément très, très confortables. Mais quand on fait ce métier, on aime la difficulté aussi. Je me lève, je prends une douche, j'écoute les infos en me rasant, je prends mon petit déjeuner en regardant le journal de 8 heures sur la télé, et puis je vais au bureau, et là c'est très varié. Il y a des jours où j'ai des conférences, des réunions, où j'ai des visiteurs étrangers, je reçois une délégation. Je ne suis pas ambassadeur dans un pays, je suis ambassadeur au ministère des Affaires étrangères. On a, par rapport à ceux que je vous montrais tout à l'heure, d'abord je suis ambassadeur parce que j'ai le grade. Le grade, c'est ministre plénipotentiaire. Dans la fonction publique, quand vous avez un grade, vous pouvez être appelé par l'appellation qui va avec. Mais nous avons aussi à Paris une vingtaine d'ambassadeurs thématiques, qui sont des ambassadeurs itinérants ou thématiques, qui gèrent depuis Paris des domaines particuliers. Donc moi, les affaires religieuses, j'ai une collègue qui est ambassadrice pour les droits de l'homme, j'ai un collègue qui est ambassadeur pour les négociations sur le changement climatique. Ce n'est pas forcément des petits sujets. Hein. Ils sont basés à Paris. On les appelle les ambassadeurs thématiques. En anglais, ambassador at large. Il y a quand même un principe dans ce métier, c'est qu'on doit prendre le monde tel qu'il est, mais pas tel qu'on le rêve. Ce qui ne nous empêche pas, en le prenant tel qu'il est, d'essayer de faire qu'il soit un peu plus conforme à celui que l'on souhaite.